Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir ce qu'il s'est passé pour Corran Horn en parallèle de ce qui s'est passé pour le reste de l'escadron Rogue dans l'épisode précédent. A son réveil, Corran rencontre Izanizard qui lui explique qu'elle l'emmène loin de Coruscant, dans la célèbre prison Luzanka. Elle lui explique également qu'elle a contaminé Coruscant avec le virus Skritos juste avant la reconquête par la Nouvelle République et que c'est un petit cadeau empoisonné, le principe bien sûr du virus étant d'attaquer exclusivement les non-humains comme on l'a vu dans l'épisode précédent. Peu de temps après, dans la prison, Corran est soumis à un programme de lavage de cerveau. Il est installé de force dans un simulateur de combat qui va le placer aux commandes d'un chasseur-taille Interceptor. Au début, il est plutôt content de retrouver les sensations de pilotage et il va suivre les ordres et abattre plusieurs chasseurs-taille sans trop se faire prier. Puis il enchaîne par quelques autres chasseurs random jusqu'à ce qu'on lui ordonne d'abattre 2 X-Wing. Très rapidement, Corran va remarquer qu'il s'agit de 2 chasseurs de l'escadron Rogue. Et bien qu'il soit sous l'emprise de drogue le forçant un petit peu à obéir, il va être incapable de faire la moindre action et son chasseur va être détruit. Bien plus tard, il est de nouveau drogué et replacé dans un simulateur. Le même scénario se produit, mais cette fois les 2 X-Wing sont désignés comme pilotés par Tycho Celchou pour l'un et Kirtan Loor pour l'autre. Là encore, Corran se fiche, car Kirtan Loor n'est pas un pilote, donc ça lui paraît assez anormal de le retrouver ici, et le dénommé Tycho Celchou pilote comme un pied, bien loin des performances du véritable pilote de l'escadron Rogue. Très rapidement, Izanizard se rend compte qu'elle est incapable de tenir quoi que ce soit de Corran. Elle va donc avoir recours à la torture, sauf que Corran s'avère très difficile à briser, vu que globalement il ne connaît rien sur l'escadron Rogue ou la Nouvelle République qui soit compromettant. N'en ayant plus rien à faire, elle va l'envoyer vivre parmi la population carcérale. Là-bas, Corran rencontre Hurlor 7 qui l'emmène voir le chef des prisonniers rebelles, un dénommé Jan. Plus tard, il rencontre le chef des prisonniers impériaux, Evir Derricott, l'ancien dirigeant de Port Leias et créateur du virus Skritos. Bien décidé à pas moisir dans cette prison, il va commencer à réunir quelques informations sur la sécurité auprès des prisonniers pour voir toutes les chances de son côté. Après une semaine à travailler dans une mine de gravier, Corran va tenter de regagner la surface par l'un des tapis roulants qui apportent le gravier. Malheureusement, il est immédiatement repéré et stoppé par un tir paralysant, bien qu'il parvienne à blesser un garde dans le processus. Lui et le garde sont emmenés à l'infirmerie et là Corran est allongé par terre, un peu jeté négligemment, pendant que le garde se fait soigner. Là, l'oreille collée sur le sol, il entend très distinctement des pas de l'autre côté de la cloison. Mais vraiment comme si quelqu'un marchait sur la cloison, sur le sol. Enfin, sur le sol, mais de l'autre côté, donc au plafond. Alors il se dit qu'il n'y a qu'une seule explication logique, ça serait que la prison ait une gravité inversée, c'est-à-dire que lui se retrouve dans un sens, et que les mecs en dessous de lui se retrouvent dans l'autre sens. Et il se dit que ça serait un très bon moyen d'empêcher les prisonniers de s'échapper, puisque globalement on est dans une mine, que feraient les prisonniers? Ils essaieraient de regagner la surface, de monter dans les niveaux, sauf qu'avec une gravité inversée, ils se retrouveraient tout simplement à descendre plus profond. La solution serait donc de descendre dans les niveaux inférieurs, pour en réalité remonter en direction de la surface. De retour en cellule, Corran partage sa découverte avec Jan et Hurlor et il leur demande de l'aide pour prouver sa théorie. Après une semaine à argumenter, les 2 prisonniers acceptent et ils organisent enfin une diversion avec une bagarre de prisonniers pour que Corran puisse tester son délire. Pendant que les gardes sont occupés, Corran va lancer de toutes ses forces une pierre au plafond de la mine et la pierre va rester au plafond. Prouvant qu'en s'éloignant suffisamment du sol de la mine, on sort du champ de gravité artificiel de la prison et qu'on est de nouveau soumis à la gravité de la planète. Corran attend la nuit, et avec l'aide d'Hurlor, il se rend aux toilettes et mouille sa tunique pour masquer sa signature thermique, qu'il avait masquée auparavant, derrière l'imposante carrure de Hurlor. Tandis que Hurlor retourne dans les quartiers des prisonniers, Corran démonte une porte pas très bien fixée de la mine, et à ce moment-là, il est attaqué par Evir Derricott, qui avait remarqué son expérience avec la pierre, et qui voulait se racheter auprès d'Izanizard en empêchant la fuite de Corran. Mais c'est à ce moment-là que Jan intervient et occupe suffisamment Evir pour que Corran finisse par le tuer. Corran va proposer au vieil homme de s'enfuir, mais le vieil homme va dire non, qu'il a encore des devoirs envers les prisonniers. En passant par un local d'entretien de la machinerie de la mine, Corran parvient à rejoindre la partie où la prison est à gravité normale. Et il est assez surpris parce que globalement les installations sont très luxueuses, alors que là il vient de quitter un endroit vraiment tout pourri. Alors il va balancer le corps de Derricott qu'il avait traîné avec lui dans un vide ordure, et il va se mettre un moyen de regagner la véritable surface. Il trouve un ascenseur, mais malheureusement, il est verrouillé, il faut un code d'accès. C'est à ce moment-là qu'il va entendre des Stormtroopers arriver,
il va se cacher dans une armoire, mais globalement il sait qu'il n'a aucune chance de passer à travers les mailles du filet. Alors qu'il commence à entendre les autres armoires s'ouvrir les unes après les autres, il prie de toutes ses forces pour que les soldats décident d'un coup, pour on ne sait quelle raison, de bâcler leur travail. D'un coup, la porte s'ouvre, un soldat regarde à l'intérieur de l'armoire, puis la referme, comme s'il n'avait pas vu Corran. Un peu choqué, Corran va attendre quelques minutes, ne sachant pas trop à quoi s'en tenir, si finalement ils se mettent en joue, enfin ils le mettent en joue pour lui demander de sortir, mais finalement non, les Stormtroopers repartent. De nouveau seul, Corran fouille un bureau à proximité, dans l'espoir de trouver le fameux code d'accès, mais ne trouve qu'un blaster, et il est un petit peu surpris de la présence d'un hologramme de l'empereur à taille humaine, qui s'active d'ailleurs automatiquement quand on s'approche de l'émetteur. N'ayant pas d'échappatoire, il va décider de consulter son dossier depuis l'ordinateur présent sur le bureau, et il y découvre la mention « inapte à la conversion ». Il consulte alors le dossier de Tico, qui comporte la même mention, et en analysant la situation, Corran découvre alors qui est l'espion au sein de l'escadron. Corran continue de fouiller le bureau et commence à s'énerver sur la présence de cet hologramme qui s'active à chaque fois qu'il s'approche. Surtout que c'est de très très mauvais goût d'avoir un Palpatine géant qui fait « Ouais, je suis Palpatine !» C'est à ce moment-là qu'il réalise qu'en fait l'hologramme a une fonction tout à fait particulière, et bien tout simplement il tient les gens éloignés, qui sont mal à l'aise dans la présence de l'empereur. Alors il va décider de monter sur la plateforme émettrice, et après quelques secondes, elle va descendre dans le sol et l'amener à un système de navette tunnel. Corran monte à bord d'une des navettes qui va l'emmener à un autre ascenseur qui cette fois-ci va lui permettre de sortir des niveaux et lui permettre d'accéder à une salle remplie de vieilles reliques Jedi. Il va décider d'abandonner sa vieille tenue miteuse de prisonnier et de revêtir une bure de Jedi un petit peu plus confortable qui est entreposée là sur un mannequin. Son attention est alors attirée par un écran qui affiche un crédit Jedi identique au sien. Alors par le passé, Mirax avait identifié le médaillon de Corran comme un crédit Jedi, une pièce qui était donnée aux proches d'un Jedi. Corran avait hérité de cette pièce à la mort de son père. A noter que ce n'est valable que pour les Jedi corelliens parce que les autres Jedi ne sont pas censés avoir de famille ou de proches. Le Jedi représenté ici est identifié comme étant Nija Alcyon. En utilisant le projecteur holographique, Corran fait apparaître un hologramme du Jedi en compagnie d'un jeune garçon ressemblant étrangement à son père Al Horn. Intrigué, il décide de récupérer les objets liés à ce Jedi, y compris un sabre laser. Sabre laser qui va servir très rapidement puisque 3 troopers vont débarquer, Corran va en tuer un avec le blaster, puis 2 autres avec son sabre laser. Grâce au comlink d'un des soldats qu'il récupère, Corran parvient à capter des fréquences et notamment l'heure galactique qui va lui indiquer qu'en fait il est toujours sur Coruscant alors qu'il pensait être sur une autre planète. Via ce comlink, il va contacter Whistler qui parvient à le guider jusqu'au palais de justice. Alors bien évidemment, son entrée en plein milieu du procès de Tico est très inattendue, puisque Tico était d'ailleurs jugé pour le meurtre de Corran. Mais le fait que Corran soit vivant est la preuve que Tico est innocent, et d'ailleurs la plupart des preuves étant falsifiées ou montées de toutes pièces par l'Empire. Très peu de temps après, un homme entre dans la salle et prévient l'amiral Akbar qui était présent de ce qui est en train de se passer. Alors on va rebondir sur le cliffhanger de l'épisode précédent, car au milieu du ciel de Coruscant, un gigantesque super destroyer, jumeau de l'exécutor de Vador, vient de faire son apparition. Il ne provient non pas de l'espace, mais des tréfonds de la planète. Le Lusanka, puisque c'est son nom, était en réalité caché sous les immeubles de Coruscant, et en décollant, il fit des millions, voire des milliards de victimes. Immédiatement, le supercroiseur va vomir des dizaines de chasseurs-taille, forçant les rogues qui sont dans des chasseurs à se battre. Au milieu de la bataille, Hérésie va alerter les autres membres de l'escadron, elle vient d'être prise dans un rayon tracteur. En regardant sa télémétrie, Wedge vit qu'il n'en était rien. Il avait fait installer un nouveau système qui lui permettait de surveiller les autres chasseurs suite à la mort prétendue de Corran. Car en réalité, Hérésie de Larith était la taupe au sein de l'escadron. Elle avait révélé à Izard le trajet de Borjace, les codes de contrôle du chasseur de Corran et organisé la gigantesque pénurie de Bacta grâce à ses liens avec la corporation Xukfra, puisque elle-même est originaire de Tifera. Immédiatement, Wedge contacte le quartier général pour le signaler, mais Corran le devance en expliquant la situation. C'est à ce moment-là que Wedge va se rendre compte que Corran est toujours vivant. Les 10 jours qui suivirent l'évasion du Lusanka furent mouvementés. Le front Palpatine de Libération, sans leader, suite à la mort de Kirtan Loor, balance des attaques dans tous les sens et les rogues sont constamment sur le qui-vive, sollicités pour les affronter. Le Krytos, heureusement, s'est envoyé de lui-même. Il tuait ironiquement ses victimes trop vite et du coup elle n'avait pas le temps de transmettre la maladie. Donc à part quelques rares foyers d'infection qui ont pu être éradiqués grâce au Rilka, un mélange de Rilkor et de Bacta, le virus disparut très rapidement. Corran va utiliser une vieille clé de cryptage qu'utilisait souvent Kirtan Loor à l'époque de la Corsec
pour décoder une carte de données qu'il avait sur lui au moment de sa mort et qui contenait bon nombre de renseignements sur les activités d'Izanizard sur Coruscant, permettant à la Nouvelle République d'enrayer les activités impériales sur la planète. Mirax avait également survécu en quittant le convoi bien avant l'attaque de Zinj. En réalité, elle se rendait sur Borleias livrer sa cargaison de Bacta aux différentes personnes qui travaillaient sur l'élaboration du Rilka. Elle et Corran ont rapidement emménagé ensemble. Une nouvelle décoration a été créée pour récompenser les pilotes et les soldats ayant participé à la libération de Coruscant, l'étoile du courage de Coruscant. Après la cérémonie de remise des médailles, Corran est approché par Luke Skywalker qui a fait des recherches sur le musée que Corran avait découvert, le vieux musée de Palpatine, et il a notamment découvert que le Jedi Nija Alcyon n'était autre que le grand-père biologique de Corran, et qu'au lancement de la purge Jedi par Palpatine, Rostek Horn, le meilleur ami de Nija Alcyon, a épousé la femme de Nija Alcyon et a adopté son père, Valin Alcyon, qu'il a été renommé en Al Horn. Luke offre à Corran l'occasion de devenir un Jedi, mais Corran refuse, souhaitant avant tout retrouver le Luzanka et libérer les prisonniers. C'est d'ailleurs lors de la cérémonie, où plusieurs portraits de disparus de l'Alliance ont été diffusés, que Corran a reconnu Jan, le prisonnier du Luzanka, comme étant le général Jan Dodonna qui avait disparu sur Yavin 4. Dès lors, sa détermination à arrêter Izard est plus grande que jamais, mais malheureusement, on a le conseiller Borg Sfela qui va venir expliquer à l'escadron qu'Izanizard est la nouvelle dirigeante de Tifera suite à un coup d'état. En gros, la corporation Zaltyn a été éjectée et maintenant c'est la corporation Xufra qui est à la tête des cartels du Bacta. Et c'est grâce un peu à Izanizard et à Hérésie de Larith. Alors bien évidemment, il précise également que la Nouvelle République se doit de respecter la politique intérieure de Tifera et n'a plus le droit d'intervenir, puisque Tifera fait partie de la Nouvelle République et que donc du coup Izanizard fait partie de la Nouvelle République. Il précise également que l'escadron Rogue sera placé sous la direction du général Han Solo dans le but de traquer et de vaincre Zinj, qui est en gros la nouvelle menace majeure pour la Nouvelle République. Corran, en signe de protestation, va alors donner sa démission de l'escadron, et il est immédiatement suivi par la plupart des autres pilotes. Pas tous, mais la plupart. Tous avaient à cœur de neutraliser Izanizard, notamment pour les nombreux coups de pute qu'elle a pu leur faire, entre le Kritos, le piège pour Tico Selchou, la prétendue mort de Corran, etc., etc. Ils avaient un peu les boules. Donc s'il fallait agir indépendamment d'un gouvernement pour cela, il n'y avait pas d'hésitation à avoir, ils allaient le faire. C'est la fin de cette vidéo, je vous remercie de l'avoir suivi. Si vous avez appris quelque chose, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et un commentaire pour aider au référencement de la chaîne. Si vous avez le temps, vous pouvez passer sur Utip, sur Tipeee pour regarder une vidéo, ou voir, ça vous rapporte quelques centimes, ou éventuellement faire un don pour participer au développement de la chaîne. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!